Alors, mon propos sera assez différent, puisque moi je fais de la géopolitique, donc je m'occupe de choses extrêmement concrètes, où passent les tuyaux, comment les ports avancent, comment le commerce évolue, où est-ce qu'on place les chars, où est-ce qu'on place les choses comme ça. Et c'est à partir de ça que, c'est ce que je mets sur les cartes, et à partir de ça que je travaille. Géopolitique de l'Eurasie. Et alors pour moi en 2016, il s'est à peu près rien passé. J'ai remarqué que c'était après 2015 et avant 2017, mais en gros, les dossiers ont évolué un petit peu, mais en même temps, il se trouve qu'à côté de ce que je regarde, il s'est passé des choses importantes dont on mesure encore assez mal quelles sont les conséquences et quelles seront les conséquences sur ce dont je m'occupe, les ports, les tubes, les chars et autre chose de ce genre. Les deux faits nouveaux, donc, qui pourraient infléchir la situation, sont deux faits qui ont déjà été remarqués. Le Brexit, donc les médias nous les ont expliqués, c'est quasiment impossible, hein, puisque le consensus de la pensée des économistes l'expliquait, ce serait l'effondrement économique de l'Angleterre. J'ai encore écouté la version aujourd'hui à midi, l'Angleterre n'est toujours pas effondrée. Alors, je ne sais pas. Voilà. Élection américaine, vous avez dit, Clinton sûr à 90%, on peut parier. Le consensus d'analyse vous expliquait, si c'était Trump, ce serait l'effondrement de l'économie américaine. Je vous signale que Wall Street bat tous ses records depuis que Donald Trump est élu. Donc il y avoir quelque chose qui ne va pas quelque part, mais je n'arrive pas à voir où. Voilà. Mais quelle influence vont avoir ces deux éléments sur les dynamiques en cours dans l'espace eurasiatique, sur ce que je mets sur les cartes? C'est encore un peu difficile à préciser, mais il y a deux faits importants, lourds. Le premier concerne l'Europe, le premier concerne l'Amérique et l'Europe. Le premier, c'est qu'avec la sortie de l'Angleterre, du Royaume-Uni, pardon, le rapport de force au sein du Conseil européen a changé, puisqu'il y a 4 États qui, au Conseil, ont droit à 29 voix lors des décisions. D'ailleurs, à ce sujet, je remarque que dans les 4 États, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et l'Allemagne. J'ai jamais compris pourquoi la Pologne et l'Espagne sont à 27. Parce que 27 voix pour le... Non, c'est pas gentil, hein, je connais bien l'Espagne, mais 27 voix pour l'Espagne ou pour la Pologne et 29 pour l'Allemagne, il y a quelque chose qui est bizarre. Bien. Bon, le rapport de force a donc changé puisque le Royaume-Uni, qui est fort de son partenariat privilégié avec les États-Unis, ayant quitté la table, eh bien, un important élément atlantiste a quitté le Conseil. Il en reste beaucoup, des atlantistes purs et durs. Et seulement, est-ce que ça va changer quelque chose? Pour l'instant, non, puisque la France, l'Allemagne et l'Italie sont aux mains de gouvernements atlantistes également. Mais est-ce que dans ces pays, des élections arrivant prochainement, on pourrait découvrir que les intérêts de l'Europe sont plus importants que les intérêts des l'Alliance Atlantique? C'est peut-être pas impossible. Certaines premières élections en France ont semblé désigner son intérêt à cette direction. Je rappelle, c'est complètement oublié par les médias, mais qu'en 1980, lorsque la France et l'Allemagne décident d'acheter du gaz à la Russie, les États-Unis, le gouvernement Reagan, a mené une campagne extrêmement violente contre la France et l'Allemagne en expliquant que si les Français et les Allemands faisaient ça, les États-Unis boycottaient les industries françaises, interdisaient certains termes de choses, des représailles économiques. Kohl et Mitterrand ont répondu que si les États-Unis prenaient des représailles économiques, les entreprises américaines en Europe seraient frappées des mêmes représailles. Même Ronald Reagan, finalement, se dit qu'après tout, c'était pas si grave que ça, d'ailleurs, je ne croyais pas où était vraiment le problème. Mais bon, ça montre que lorsque 2 grands pays européens, et si on met le 3e avec l'Italie, disent non aux États-Unis, en fonction de leurs intérêts, eh bien, c'est possible. C'est pas une utopie. Alors, États-Unis, Donald Trump. Que fera Donald Trump? Point d'interrogation, là j'en ai une ligne complète.
Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que sur le plan géopolitique, comme je disais les étudiants, moi je suis ravi. Parce que au moins, ça va certainement calmer l'OTAN, qui va arrêter ses manœuvres provocantes à la frontière russe. Je ne sais pas si vous connaissez l'opération Anaconda, mais c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est passé au mois de juin de cette année. La Pologne va y regarder à 2 fois dans ses offensives pour pousser l'Union européenne à entrer en conflit par tous les moyens possibles avec la Russie. Et les milieux nationalistes ukrainiens vont également certainement devenir plus modérés, puisque le soutien de Washington ne leur est plus garanti. Donc, la situation va évoluer, mais alors naturellement, une seule certitude, chez nous, dans les médias, rien ne va changer. C'est-à-dire que la campagne de dénigrement complet de la Russie va se poursuivre et même s'accentuer parce qu'elle sera d'autant plus forte que ce qui s'appelle construction européenne, indûment à mon sens, l'UE, se voit en voie de désagrégation. Plus l'Europe, cette idée fausse de construction européenne sous forme d'UE, est menacée, et plus les médias, qui à 90% soutiennent ce projet, ils ne savent même pas pourquoi, mais c'est pas grave, ils le soutiennent, plus les médias poussent le bouchon pour essayer de convaincre le peuple européen qu'il y a un danger bien plus important que l'Union européenne, c'est la menace d'une gigantesque armée soviétique ou russe qui est prête à nous envahir, qui est prête à se jeter sur la Pologne, ou représente un danger supérieur pour la civilisation. Donc, aucune chance que les choses changent, je pense qu'elles vont même s'aggraver dans ce sens-là. Alors, sur mes dossiers géopolitiques 2016, qu'est-ce que j'ai bien pu voir? Mais pas grand-chose pour l'instant, si ce n'est des évolutions qui se poursuivent dans l'énergie, sur les routes eurasiatiques, la technologie et le commerce. Alors, sur l'énergie, on est sur des coups partis. Rien n'était prévu en 2016, rien n'est prévu pour 2017, c'est en 2018 que le paysage énergétique va changer. Je parle bien sûr du paysage eurasiatique, je ne parle pas du contexte mondial. Mais dans le paysage eurasiatique, la Russie s'équipe pour élargir ses marchés. Et en 2018, eh bien, il y aura plusieurs événements qui vont se produire. Les usines GNL, la grande usine, 2 usines GNL, une usine GNL sera opérationnelle, l'autre sera bien avancée. Et avec Force de Sibérie, eh bien, la Russie va pouvoir diversifier un petit peu ses marchés gaziers, puisque, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas l'Europe qui dépend de la Russie pour son approvisionnement gazier, puisque c'est seulement le tiers de l'approvisionnement de l'Europe. Le problème, il est, en termes géopolitiques, pour la Russie qui, pour 90%, vend son gaz à un seul client, l'Union européenne. Bon, le problème, il est de ce côté-là. Alors, il y a néanmoins des choses qui évoluent de façon très curieuse. Moi, j'appelle ça le monstre du Loch Ness de la mer Noire. C'est le gazoduc sous la mer Noire. Alors, celui-là, tous les 15 jours, les choses changent. Mais cette fois-ci, les choses semblent quand même relativement établies. Donc, alors, vous savez que South Stream a été enterré, si je puis dire, pour un gazoduc sous-marin, décembre 2014. Les négociations sont engagées avec Ankara, qui d'ailleurs, dès mars 2014, avait signalé à Moscou qu'il faudrait qu'on discute de choses de ce genre. Mais les négociations n'ont pas traîné, question de prix, question de tracé, et finalement, l'incident de novembre 2015, là, le Sukhoi 24 abattu par les pilotes un petit peu nerveux d'Ankara, le projet a été enterré. D'ailleurs, peu de temps avant, 3 à 4 mois avant, j'avais lu dans la presse que Gazprom, lassé des discussions avec la Turquie, avait sorti un projet Nord Stream 2 qui lui permettait de passer son gaz qu'il voulait passer par le sud, de le passer par le nord. Ce qui a d'ailleurs déclenché l'ire de l'Italie. Renzi a commencé à ce moment-là à protester vivement contre les projets contre l'action de l'Union européenne, parce que si South Stream a échoué en 2014, c'est sous la pression de l'Union européenne et des États-Unis. Or, ce gaz est destiné en partie à l'Italie en passant par l'Autriche.
Les Italiens ont préféré la voie grecque. Mais bon, l'Autriche, c'était pas mal. Mais alors, si on explique aux Italiens que leur gaz va venir par la Baltique et par l'Allemagne, ils ont compris que c'est le consommateur italien qui va payer la facture. Donc c'est absolument pas intéressant pour l'Italie de recevoir son gaz par la Baltique. Alors, aux dernières nouvelles, dans la variante actuelle, Gazprom doit commencer à construire, d'après ce que j'ai lu ce matin, à partir de 2017, le gazoduc au fond de la mer Noire. Il s'appellera Turkish Stream, mais il n'a plus que 2 tubes et non 4. Un pour la Turquie, qui veut absolument recevoir son gaz à Istanbul et pas dans le Caucase. Et le deuxième tube est clairement destiné à l'Italie, le gazoduc Poséidon, qui remontera la boîte italienne par le sud. Depuis 6 mois, les Bulgares signalent qu'ils veulent reprendre le projet South Stream. La Commission européenne a même dit, j'étais stupéfait, mais si, la Commission européenne a même dit qu'elle était prête à discuter avec Gazprom. Extraordinaire. Là, en termes géopolitiques, il me semble que c'est clair. Gazprom ne peut pas financer Nord Stream 2, financer South Stream et Turkish Stream en direction de la Turquie et South Stream. Alors, par contre, peut-être que dans l'avenir, Gazprom, quand il aura posé ses tuyaux au fond de la mer Noire, en reposera un troisième pour faire un petit crochet par la Bulgarie. Il y a des alliés à ravitailler, il y a la Bulgarie éventuellement, mais surtout la Serbie et la Hongrie. Donc ça peut être intéressant, mais il est clair que le projet South Stream, la circulation du gaz par les Balkans en Europe, c'est complètement exclu maintenant. Les projets sont trop avancés, et au nord en Baltique, et au sud en direction de la Turquie. Bon, bravo l'Union européenne, puisque c'est quand même elle qui a fait capoter ce projet South Stream, qui aura pu apporter quelques milliards de dollars de droits de passage à la Bulgarie, mais heureusement la Bulgarie est un pays riche, et voilà, elle n'a pas besoin de ça, et donc le contribuable européen, par les fonds structurels, financera l'économie chancelante de la Bulgarie, qui également, depuis 1994, ne veut pas voir passer un oléoduc qui permettrait d'augmenter considérablement le flux de pétrole par la mer Noire, des ports russes en direction de la mer Noire, un oléoduc qui atterrirait en Bulgarie. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les documents techniques, les tubes qui sortent de l'océan atterrissent. Bon, le gazoduc atterrit, l'oléoduc atterrit. Le oléoduc atterrirait en Bulgarie, ferait un petit crochet par la Grèce, et là, on pourrait le charger dans les pétroliers de 300 000 tonnes pour approvisionner les marchés. Mais depuis 1994, ce projet échoue. La Bulgarie, sur des conseils de je ne sais qui. Voilà. Bon, donc les choses sont à peu près établies, et il va probablement, alors sauf nouvel incident aérien entre la Turquie et la Russie, alors là, tout est remis en cause, mais a priori, les choses sont réglées maintenant. Plus fondamental encore que ces routes qui sont à peu près établies, les routes eurasiatiques que les intérêts chinois sont en train de mettre en place sur le continent. La presse occidentale en parle de temps en temps, mais produit des cartes qui n'ont pas d'entendu rien, mais surtout n'explique pas de quoi il s'agit. Ce projet de route eurasiatique, c'est un projet chinois qui va engager 8 000 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures. Petit rappel, en dollars actuels, le plan Marshall, ce serait 150 milliards de dollars. Donc, vous voyez l'ampleur du phénomène. Et tous ces financements sont destinés à construire des circulations essentiellement ferroviaires, mais un petit peu, on ne parle jamais des documents, des choses routières, mais il y a un projet routier qui est en cours, notamment à travers la Russie, en direction de la Chine, des projets qui permettront de faire circuler les conteneurs entre l'Asie orientale, plus précisément la Chine d'ailleurs, et l'Europe. C'est un projet piloté par le gouvernement chinois à 30 ans, mais c'est un projet vague, et ensuite les acteurs y mettent des choses, ce qu'ils veulent. Les régions chinoises sont très autonomes, les villes chinoises aussi, et on voit apparaître toutes sortes de choses. C'est un plat de spaghettis actuellement.
En tout cas, ne pas se tromper néanmoins, ceci ne va pas remplacer la route des conteneurs par la mer, parce que les coûts de transport sont beaucoup plus élevés. Alors ceci intéresse beaucoup l'économie du Kazakhstan et de la Russie, en termes de redevances de passage, parce que tous y demandent des redevances, et puis ceci présente également l'intérêt d'offrir des opportunités économiques, puisqu'un des problèmes de la Russie, comme l'ont dit plusieurs chercheurs russes, Biazolukov et Fuchs par exemple, la Russie est un pays ultra-continental. Quand on veut développer une activité économique au cœur de la Russie, le problème c'est qu'on est très loin des mers. Et ça se calcule, 90% du pays est situé à plus de 500 km d'une mer. Or, le transport maritime est sur le plan international ce qui est le plus économique depuis que ça existe. Et donc, c'est très important de voir apparaître ces axes qui vont traverser la Russie et le Kazakhstan. Ils vont ouvrir des opportunités pour les entreprises des régions traversées. Parce que ce sont des trains de marchandises, ce n'est pas des TGV, hein, donc ils s'arrêtent. Voilà, alors, question subsidiaire, est-ce que ces trains iront vers les pays baltes et l'Ukraine? J'ai fait récemment un colloque et la SNCF disait, mais oui, il n'y a pas de problème. Moi qui lis la presse russe, je suis beaucoup moins optimiste. Je doute beaucoup que des trains passent par l'Ukraine, attendu l'état de conflictualité dans les relations entre la Russie et l'Ukraine. Et quant aux pays baltes, eh bien en septembre, le gouvernement russe a enfin, je me demandais pourquoi il ne faisait pas depuis... Bon, peut-être que les ports russes n'étaient pas prêts, mais en septembre 2016, le gouvernement russe a décidé que plus une goutte de pétrole passera par les ports baltes à partir de 2018, et que le commerce russe sera totalement détourné vers les ports russes à partir de 2020. Est-ce que les Russes laisseraient passer les trains de transit? Bon, s'ils me demandent mon avis, je leur dirais non, mais je ne sais pas quelles peuvent être les contreparties politiques et économiques qu'il peut y avoir à laisser passer un certain nombre de trains, mais clairement, la façade hanséatique a vécu, c'est-à-dire que les ports des Pays-Baltes, qui étaient la façade hanséatique, qui depuis 1200 sont la porte, le passage entre l'Eurasie, entre l'Asie et l'Europe, cette façade a vécu. Dorénavant, ça passera par les ports russes et les ports finlandais. C'est une bifurcation historique, mais bon, c'est pas en 2016 que ça se produit. Technologiquement, là, on ne mesure pas très bien ce qui se passe. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les technologies souveraines, pas les technologies des produits de consommation, les briquets, les ordinateurs portables et autres, ça c'est pas ce qui m'intéresse, c'est ce qui permet de fabriquer tout ça. C'est-à-dire la recherche fondamentale et les technologies souveraines concernant les choses d'intérêt régalien, la grande vitesse ferroviaire, l'aéronautique, l'espace. Alors en ce domaine de grande vitesse, c'est en 2015 que les choses se sont passées. Puisque depuis une dizaine d'années, on sait que le programme de TGV russe est un des plus gros programmes des 20 ans à venir, et on se demande si c'est Siemens ou si c'est Alstom qui va emporter le marché. Eh bien, depuis 2015, on sait que ce sont les Chinois. Évidemment, puisque les Européens ont réussi à déclencher des sanctions économiques contre la Russie. On ne peut pas demander à un pays qu'on soumet à des sanctions économiques de nous confier des installations stratégiques. Donc évidemment, en prenant des sanctions, on était absolument assuré que dans les domaines régaliens, stratégiques, comme vous voulez, le marché allait nous échapper. C'était écrit, ça s'est fait en 2015. Sur le plan aéronautique, alors là aussi, il s'est passé des choses dans le passé, c'est 2006. En 2006, que la Russie avait proposé d'entrer dans le consortium Airbus. Ça a été refusé par Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Bon, admettons, mais vous savez que pour les quadriréacteurs, pour les grands avions long courrier, on a un duopole, hein, c'est Airbus et Boeing. Et évidemment, la Russie savait faire des longs courriers, elle a perdu le savoir-faire. La Chine ne l'a pas encore, mais les deux auraient bien intérêt à produire les longs courriers pour équiper leur flotte et pour vendre sur le marché. Les accords ont été passés en mai 2014, c'est-à-dire que dès mai 2014, juste après les sanctions, les deux pays qui hésitaient, qui en parlaient, mais qui ne savaient pas trop, se sont décidés, oui, on y va.
Et par contre, c'est en novembre 16 que l'accord a été passé, donc les bureaux d'études seront à Moscou et l'usine sera à Shanghai. Objectif quelque part 2020-2023 pour mettre au point des quadriréacteurs qui vont venir concurrencer Airbus et Boeing. Je ne vois pas où est l'intérêt de l'Europe là-dedans, mais voilà, sanctions, sanctions. Avec un petit bémol, quelque chose de bizarre, dont on ne mesure pas bien les conséquences. Les Chinois viennent d'acheter aux Ukrainiens les plans de l'Antonov 225, qui est le plus gros porteur, plus gros encore que l'Airbus 380. Alors, d'après ce qu'on a compris, ils vont financer, semble-t-il, la construction du deuxième exemplaire de cet appareil qui n'était pas, qui était toujours en... Et ils devront en produire un nombre indéterminé chez eux. Alors, ça, c'est pas très clair. Est-ce que les Ukrainiens vont fournir les plans de l'Antonov 225, sachant que la Russie voulait relancer les plans d'Antonov 124, qui est le modèle juste un petit peu en dessous? Comment ça va se passer entre la Chine et la Russie? Il y a quelque chose d'un petit peu compliqué, là, dans le domaine aéronautique, il se prépare des choses. Donc, monsieur, on ne voit pas encore très bien ce qui va en sortir. Dans l'espace, pour l'instant, il ne se passe rien. En mai 2014, lors de son voyage à Pékin, à Beijing, Vladimir Poutine avait lancé un accord. Bon, pour l'instant, des pièces détachées sur les fusées russes ont été échangées par des pièces détachées chinoises. On a mis les occidentales, on a enlevé les occidentales pour mettre les chinoises. La Russie doit livrer les gros moteurs. Mais je suis les lanceurs chinois, les derniers lanceurs ont toujours des moteurs chinois. Je ne sais pas où en est la chose. Et puis, d'après ce que je peux en lire, les deux pays gardent chacun leur projet particulier. Les projets de lanceurs sont bien séparés, les projets de vaisseaux restent séparés, et plus curieux, ils sont tous les deux sur un projet de station orbitale pour 2020-2025. Or, il y aurait évidemment un grand intérêt pour les deux pays à coopérer, puisque la station orbitale, c'est juste un contenant. Ensuite, on y met des choses. Bon, mais là, on est dans un domaine régalien assez fort. Et puis enfin, alors, commerce extérieur, là, c'est difficile à mesurer pour l'instant, parce que les statistiques sortent avec beaucoup de retard. Et actuellement, on n'a toujours pas le détail par pays et par import-export d'une part, et d'autre part par pays, pas le détail du commerce extérieur russe. On a juste le chiffre global pour l'instant. On n'aura pas ça avant décembre, semble-t-il. Mais les résultats sont quand même spectaculaires, et là, 2016 ne détonne pas. En 2013, le commerce import-export entre la Russie et l'Union européenne, c'était 418 milliards de dollars. En 2015, c'est 236. Ça fait 44%, le chiffre 2015, c'est 44% du chiffre 2013. Une baisse de l'ordre de 56-57%. C'est absolument... Alors, il y a un effet pétrole, bien sûr, mais il y a aussi d'autres effets. Et j'ai consulté ce matin les sources statistiques. Janvier-septembre 2016, on a les chiffres complets, côté russe, et c'est une nouvelle baisse de 26%, qui s'ajoute à la baisse précédente. C'est-à-dire, alors 26% de 44, c'est-à-dire encore une baisse de 13 à 14%. Bon, ça devient quand même un petit peu inquiétant, ce gel du commerce entre l'Europe et la Russie. Bon, mais 2016 poursuit les années précédentes, et donc voilà tout ce qu'on peut voir, tout ce que moi je peux voir pour 2016, des évolutions et beaucoup d'incertitudes sur les années 2017. Je vous remercie de votre attention.